Donc, tout d'abord, je vous souhaite bien le bonjour à tout le monde et merci de votre participation et bienvenue à cette nouvelle session, ce nouveau webinaire organisé par Chopin Technologies. Donc, pour rappel, Chopin Technologies est une entité du groupe KPM Analytiques et ces webinaires ont pour vocation, ambition de partager avec les meuniers, les boulangers, l'ensemble des acteurs de la filière céréalière et plus globalement tous les gens intéressés par le sujet, de partager avec eux un certain nombre de clés, de savoir-faire, de retours d'expérience ou tout simplement d'idées sur un ensemble de sujets relatifs au contrôle de la qualité des blés, des farines, des pâtes et plus globalement des produits de panification. Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, à savoir le façonnage, je vais prendre quelques instants pour vous présenter un petit peu l'organisation de ce webinaire. Et je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Olivier Lebrun, je suis spécialiste produits et applications chez Chopin Technologies. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter ce webinaire aujourd'hui au nom de toute l'équipe Chopin. D'un point de vue pratique, cette présentation va durer 30 à 40 minutes à peu près, à la suite desquelles je ferai de mon mieux pour répondre à l'ensemble des interrogations que cette présentation aura, j'espère, suscité chez vous. Pour information, vous pouvez dès maintenant et tout au long de mon intervention poser vos questions sur le chat en utilisant le petit module questions-réponses disponible sur Zoom. Si jamais les questions étaient trop nombreuses, que je n'ai pas le temps d'y répondre dans leur intégralité dans le temps qui m'est imparti, ou si jamais certaines questions étaient un peu plus spécifiques et nécessitaient une réponse un peu plus longue et personnalisée, moi ou un de mes collègues vous recontacterions dans les prochains jours directement via l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire, pour échanger plus longuement et tenter de répondre le plus précisément possible à vos interrogations. Dernier petit point, comme vous le voyez peut-être, cette formation est enregistrée, ce qui signifie que vous allez recevoir dans les heures qui suivent, d'ici demain normalement, un lien pour pouvoir vous connecter à cet enregistrement et pouvoir revenir revoir certains éléments qui vous ont paru particulièrement intéressants ou particulièrement incompréhensibles, ou plus globalement, vous offrir la possibilité d'échanger, de partager cette présentation avec certains de vos collègues ou de vos connaissances qui n'auraient pas eu la possibilité d'assister à cette présentation en direct aujourd'hui. Voilà, ce petit préambule organisationnel étant fait, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler de façonnage, cette étape importante du processus de panification. Pour commencer, l'objectif de cette présentation est, on va dire, relativement double. C'est dans un premier temps de revenir rapidement et simplement sur ce qu'est le façonnage, en quoi il correspond, quelle est sa fonction, quelles sont les étapes nécessaires à ce façonnage, quels sont les enjeux associés, quels sont les contrôles qu'on peut y associer, les facteurs qui l'influencent et pourquoi il est important de le maîtriser. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est d'essayer de vous proposer un certain nombre d'idées, d'outils pour vous aider à maîtriser, à contrôler au mieux cette étape de façonnage, de façon à vous aider à produire toujours la pâte, le pain ou le produit fini qui correspond à vos attentes et à celles de vos consommateurs. Alors, juste pour essayer de contextualiser un petit peu le sujet, je vais revenir très rapidement sur le processus de panification dans son ensemble de façon très schématique. Bien entendu, en fonction du type de pain que vous allez fabriquer, si c'est de la baguette, du buns, du pain de mie, éventuellement des biscuits, selon la façon dont vous allez, les outils dont vous disposez, le type de pétrin, si vous êtes un artisan, un industriel, les quantités que vous allez mettre en œuvre, vous n'allez pas utiliser le même processus de panification. Vous n'aurez pas les mêmes ingrédients, pas les mêmes pétrins, ainsi de suite. Mais même s'il n'existe pas globalement deux processus de panification absolument identiques à travers le monde, chacun de ces processus de panification partage un certain nombre d'étapes clés sur l'ensemble du système. Donc, ces étapes clés sont globalement, la première, ça va être de sélectionner les ingrédients, de définir sa recette, de les mélanger, de créer une pâte qui obtient une certaine cohésion.
au niveau du pétrissage. Cette pâte, on va la laisser fermenter plus ou moins longtemps, en plus ou moins de fois. À un moment, on va lui donner une forme pour pouvoir, en fonction du produit fini qu'on veut fabriquer. On va la cuire, cette pâte, pour la rendre digestible et consommable, et on va la laisser refroidir. Lors d'une première session, il y a un mois de ça à peu près, on avait fait un focus sur la partie pétrissage, la phase initiale de ce processus de panification. Et aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur une étape qui suit, celle du façonnage. Donc, comme je viens de l'évoquer rapidement, le processus, quand on arrive au niveau du façonnage, le processus de panification a déjà été enclenché, on a déjà défini notre recette, on a déjà mélangé, sélectionné nos ingrédients, on a préparé notre pâte. Et puis, c'est le moment où le boulanger, va laisser libre cours à son imagination pour pouvoir donner la forme qu'il souhaite au produit qu'il veut fabriquer. Alors que ce soit un produit, un pain rond, une baguette, des pains oblongs, des bagels, on peut le tresser, on peut le faire sous forme d'épis. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est de pouvoir donner au produit fini une forme particulière, celle qu'on souhaite. On va voir un petit peu quels sont les avantages et les intérêts associés à cette forme. Donc, comme je viens de le dire, les formes possibles pour le produit fini sont très nombreuses, que ce soit pour du pain, pour des biscuits. On imagine donc bien que, vu la multitude de ces formes, il va y avoir aussi une multitude de techniques ou d'une façon de procéder en fonction du produit qu'on veut faire et des outils dont on dispose. On va pouvoir faire un façonnage manuel si on est un artisan. Si on est industriel, on va utiliser des façonneuses, des bouleuses de façon de taille adaptée au processus de production qu'on veut faire. Donc, on a bien une grande diversité des formes, mais aussi des techniques mises en place. Alors, peut-être déjà la première chose qu'on peut rappeler, c'est que cette phase de façonnage, elle est très fréquente dans le processus de panification, mais elle n'est en rien obligatoire. On a certains pains, des sabassa ou des pavés où la pâte est simplement coupée et mise en cuisson. Donc ça, c'est le premier aspect. Ce façonnage peut ensuite se dérouler en une seule ou en plusieurs étapes, coupées ou entrecoupées ou non, de phases de repos éventuelles. De la même façon, ce façonnage peut se faire en l'état ou peut nécessiter l'emploi de moules plus ou moins spécifiques en fonction de la forme qu'on veut donner. Donc, juste pour essayer d'illustrer un petit peu ces différents aspects que je viens d'évoquer au niveau du terme, de la forme qu'on veut donner et des capacités, voilà, je viens de sélectionner quelques petites vidéos sur lesquelles on va voir un boulanger, un artisan, qui va façonner sa pâte en fonction de ce qu'il veut faire. Donc, chercher à faire une boule, une baguette, un bagels ou une brioche à tête coupée. Donc, on voit bien que la forme finale du produit change, on voit bien que les gestes du boulanger ne sont pas tout à fait les mêmes, même si on voit quand même qu'il y a un certain nombre de gestes qui reviennent quand même assez régulièrement. Il y a une phase souvent de laminage ou d'aplatissement, de dégazage. Il y a souvent une phase de resserrage, de boulage plus ou moins de la pâte, et puis éventuellement des phases d'allongement, alors sous forme de boudin ou d'aplatissement. Donc, une grande variabilité de forme et donc de techniques pour donner cette forme. Donc, on vient de voir qu'en fonction du produit, on n'a pas la même forme, mais même pour un même produit donné, typiquement un croissant, on voit que si la forme est à peu près similaire, en fonction du pays ou en fonction du boulanger qui va fabriquer ce croissant, la forme ne va pas être exactement la même et le produit fini pas lui-même absolument identique. On voit, si on prend le pain français, il est un peu plus courbé, un peu plus brillant, par exemple, que le pain ukrainien, que le croissant ukrainien ou que le croissant grec. Tout ça pour dire que là aussi, même pour un même produit, en fonction de ce qu'on veut réellement comme résultat final et des outils dont on dispose pour faire ce façonnage, cette étape ne va pas se dérouler exactement de la même façon. Et chaque boulanger, chaque artisan ou industriel va appliquer des techniques spécifiques en fonction de la pâte qu'il reçoit, de la qualité de sa pâte et en fonction aussi du produit qu'il veut délivrer à son consommateur, à son client final. Donc, on vient de voir une grande diversité de formes, une grande diversité potentiellement de techniques, même si les éléments de base sont toujours un peu les mêmes. On peut s'interroger, OK, pourquoi se donner du mal à mettre en forme? On a vu que ce n'est pas une étape obligatoire, on peut simplement couper la pâte et la mettre en four. Un des aspects, c'est que l'aspect du produit qui va être donné par cette mise en forme, par ce façonnage,
va impacter fortement la capacité ou le choix du consommateur. En effet, si on regarde un petit peu des études de consommation, on se rend compte que l'aspect du produit, son apparence, sa forme, sa couleur, son volume, font partie ou fait partie plus exactement des critères très impactants et très prépondérants sur le choix qu'il va faire d'acheter ou de ne pas acheter un produit. Bien entendu, en fonction du type de produit, en fonction du type de pays, l'aspect recherché ne va pas être le même. On va chercher plutôt des pains volumineux ou des pains plats, des pains aérés ou des pains denses en fonction du pays, mais cet aspect est quand même quelque chose d'important. Et si le consommateur ne retrouve pas l'aspect espéré, il risque de ne pas acheter le produit en question et de passer à la concurrence. Donc ça, c'est le premier point. On peut voir aussi la chose un tout petit peu différemment et de se dire que cette esthétique, elle peut aussi être un avantage, une façon de se distinguer de son concurrent et de donner une forme particulièrement jolie. Éventuellement, la forme de petits oursons vont peut-être être très attractifs pour des petits-enfants qui vont pouvoir inciter leurs parents à acheter ce produit-là plutôt que ce produit-là, même s'il a la même composition, même s'il a la même qualité nutritive, même s'il a le même prix. Donc, on voit bien que cette phase de façonnage, de mise en forme, est quand même très importante du point de vue du consommateur, donc dans la capacité qu'on aura à vendre notre produit et à valoriser ce produit. De la même façon, on peut estimer que la forme va aussi impacter l'usage qu'on va en faire. Typiquement, si je veux me faire un sandwich, je vais peut-être plutôt opter pour une baguette ou un pain un peu rond, plutôt pour des tout petits pains ou de la ficelle. Donc, on voit bien que l'aspect esthétique, le façonnage en dehors de l'aspect esthétique a une importance cruciale pour le consommateur et pour l'utilisation qu'il va faire de ce produit. Alors, ce que je viens de vous dire pour l'instant, c'est que voilà, le façonnage, ce que je résume par mise en forme, est important pour l'esthétique, mais pas que. En effet, en fonction de la forme que vous allez donner pour une même pâte, vous n'allez pas avoir les mêmes qualités du produit fini, pas les mêmes qualités organoleptiques. Notamment, vous n'allez pas avoir le même ratio croûte-mie en fonction que vous ayez un pain allongé comme la baguette ou une boule plus massive. Dans le cas de la baguette, vous allez avoir une croûte relativement importante par rapport à la mie, donc quelque chose de plus dur, plus croustillant, par rapport à une boule, au contraire, où la mie sera prépondérante. Donc on voit bien que le façonnage va avoir un impact non seulement sur l'aspect esthétique, mais aussi sur l'aspect gustatif. Et ce que je vous disais également, un impact sur l'utilisation qu'on va en faire, en fonction du type d'utilisation, si c'est pour le petit déjeuner, si c'est pour un sandwich, si c'est pour décorer une table, on va préférer une forme plutôt qu'une autre. Alors, juste si on essaye maintenant de se poser un petit peu la question, ce façonnage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière comme phénomène? On va essayer de répondre. Ce n'est pas forcément toujours évident, ce n'est pas toujours forcément documenté, mais globalement, il y a quelques actions, quelques phénomènes qu'on retrouve assez régulièrement. Et ce qui est un peu relié au geste que je vous évoquais au tout départ en disant, voilà, chaque boulanger a sa technique, plus ou moins, mais il y a quand même toujours un petit peu les mêmes gestes qui vont revenir. Ça va être du laminage, ou l'aplatissement, ça va être de l'allongement, ça va être du resserrage sous forme de boule. Donc, il y a quand même quelques grandes techniques de base qui reviennent et qui ont pour objectif de créer un certain nombre de réactions. Donc, la première, souvent, ça va être de créer ce qu'on pourrait appeler une sorte de tension superficielle, de créer une peau. Alors, le terme n'est pas très scientifique, mais je trouve qu'il illustre assez bien ce qui se passe. Et cette peau va aider, en gros, la pâte à avoir un aspect extérieur uniforme pendant la fin du processus de panification et notamment lors de la cuisson et éviter que cette pâte ne s'affaisse. Donc, on va garder une certaine cohésion, une certaine tenue à notre pâte et à notre produit. Ce qui se passe également au moment où, notamment où on va aplatir, on va avoir tendance à dégazer un peu le produit puis à comprimer les bulles de gaz. En dégonflant cette pâte et en comprimant ces bulles de gaz, en fait, le façonnage va créer une sorte de mie plus structurée, plus cohésive et avoir une mie plus régulière et plus dense. Dernier point, en faisant toutes ces opérations, en apportant ce stress et ce serrage à la pâte, on va aussi jouer sur le gluten. Celui-ci va être plus étiré
et ce qui va engendrer une croûte qui va devenir in fine plus lisse, plus fine, plus croustillante et qui va changer un petit peu la qualité du produit fini. Alors, pour essayer d'illustrer un petit peu ces différentes étapes, on a trouvé ces exemples d'une même pâte, hein, globalement, qui a été préparée, fin de pétrissage, et qu'on a mis en fermentation, soit sans façonnage, première image, soit avec un façonnage minimal, soit un façonnage optimal. Et on voit déjà juste au niveau de la tenue de notre pâte qu'elle est complètement différente. Lorsqu'il n'y a pas eu de façonnage, la pâte a tendance à se relâcher, à s'écouler. Au contraire, lorsque le façonnage est optimal, on a un beau boudin qui se tient bien et avec une forme bien définie. Ça se ressent du coup au niveau du produit fini. On va se voir d'une part sur le volume. On voit qu'avec un façonnage, pas de façonnage du tout, on a une mie déjà un peu plus aérée, un volume plus petit. Qu'avec un façonnage un peu plus intensif, le volume n'est pas forcément le plus élevé, mais on a une mie qui est peut-être plus conforme à ce qu'on attend. Alors, si on regarde de plus près, on arrive presque à voir la forme de la mie et les enroulements qu'on a pu obtenir lorsque le boulanger a roulé sa pâte. Et de la même façon, on voit bien qu'en fonction du façonnage qu'on a appliqué, on n'a pas la même texture de croûte en termes d'épaisseur, en termes de finesse et en termes de structure et d'aspect extérieur. Donc on voit bien que cette phase de façonnage, elle a un impact non seulement sur la forme de la pâte, mais aussi sur la qualité du produit fini, et qu'en fonction dont ce façonnage va être mené, je ne vais pas avoir exactement le même produit fini en termes de volume, en termes d'aspect, de texture à la fin. Et ce, même si j'ai la même pâte initialement. D'où l'importance de bien maîtriser cette phase de façonnage en fonction de la pâte que j'ai et en fonction du produit fini que je veux fabriquer, que je veux délivrer à mes consommateurs. Alors, juste pour essayer d'illustrer un petit peu de façon différente cet aspect ou cette importance du façonnage ou de l'importance de bien maîtriser cette étape, on pourrait regarder sur une pâte sur laquelle il y aurait eu un façonnage vraiment minimal ou peu de façonnage. On va potentiellement avoir une pâte qui va être plus molle, qui va être plus difficile à manipuler, qui va avoir tendance à s'écouler et à ne pas se garder ou à ne pas garder sa forme. Ce qui risque de se traduire par un volume plus faible et une coloration inégale, avec potentiellement une mie moins structurée, des grosses alvéoles et des alvéoles beaucoup moins régulières, et une mie plus épaisse. A contrario, si je fais un façonnage plus intense, sans y apporter une phase de repos adéquate suite à ce façonnage, je vais avoir une pâte qui va être plus rigide, qui va avoir tendance à moins bien supporter la déformation, à se déchirer lorsque je vais essayer de l'allonger, ce qui va se traduire par potentiellement une perte de volume lors de la cuisson et notamment potentiellement un effondrement lors de la mise au four, ce qui se traduira potentiellement par une mie plus dense. Donc on voit bien que ce processus de façonnage est important pour pouvoir garantir aux consommateurs et à la fin de ma chaîne de production un pain dont la qualité soit égale à ce que je souhaite, à ce que je définis. Bien entendu, cette qualité sera fonction de mon objectif. Globalement, les facteurs qui sont susceptibles d'influer sur ce processus de façonnage, sur ce processus de mise en forme, sont très nombreux. On peut cependant les catégoriser en deux grandes parties. Une première partie, c'est ceux qui vont être liés aux outils que je vais utiliser pour façonner. Est-ce que je vais faire un façonnage manuel ou un façonnage avec des machines? Quel type de lamineuse je vais utiliser? Quel écartement je vais appliquer? Quel divisage? Quel boulage je vais mettre en forme? Combien d'étapes je vais procéder? Donc tout ça, ça va impacter pour une même pâte le façonnage, la pâte en sortie de façonnage et, in fine, le produit fini. Ça, c'est la première catégorie de paramètres. Bien entendu, le résultat de mon façonnage va aussi dépendre fortement de la pâte
que je vais façonner, c'est-à-dire de la pâte que je vais obtenir à la fin de mon processus de pétrissage. Et comme on l'a vu dans un précédent webinaire, cette qualité ou la qualité de cette pâte en sortie de pétrissage va dépendre de nombreux paramètres, de la farine que je vais utiliser, de la recette que je vais mettre en œuvre. Est-ce que je vais ajouter des œufs? Quelle quantité? Est-ce que je vais ajouter du sucre, du beurre, de la matière grasse? Quelle matière grasse? Tout ça, ça va impacter fortement ma recette. Mais de la même façon, quel pétrin je vais utiliser, pendant combien de temps je vais pétrir ma pâte, à quelle vitesse, avec quelle intensité? Tous ces phénomènes, tous ces paramètres vont impacter la qualité de ma pâte en sortie de pétrissage et donc vont impacter potentiellement ma phase de façonnage. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'il faut que je trouve les outils, les moyens de maîtriser au mieux la qualité de ma pâte en fin de pétrissage pour ne pas avoir à ajuster mon process de façonnage par la suite et pouvoir ainsi garantir un produit fini qui soit toujours le même, toujours conforme à ce que je souhaite et aux attentes de mon consommateur. Alors, si on essaie de regarder un petit peu plus loin et qu'on essaie de définir quels sont les paramètres qu'il faudrait que j'arrive à maîtriser pour pouvoir garantir un façonnage ou que le déroulement de mon façonnage se fasse de façon optimale et aisée, on va dire qu'il y a 4 grandes caractéristiques, 4 grands paramètres qu'il faut qu'on puisse arriver à maîtriser tout au long du processus de panification, pétrissage et façonnage notamment. Ces 4 paramètres sont le collant de la pâte. De façon générale, ce paramètre, ce phénomène de collant est la propriété la moins souhaitée en panification. On y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais globalement, ces phénomènes de collant, lorsqu'ils apparaissent, perturbent fortement tout le processus de production, vont déformer le produit et peuvent potentiellement même engendrer des difficultés de nettoyage et donc de contamination potentielle par la suite. Donc ça, c'est la première des caractéristiques qu'il est important de pouvoir contrôler, c'est ce collant. Maîtriser absolument et limiter ce collant. Les autres paramètres sont souvent plus liés entre eux, mais sont aussi tout aussi importants. On va parler de ténacité. En gros, c'est la fermeté de la pâte, sa capacité à résister à la déformation. On va parler aussi beaucoup d'extensibilité de la pâte, c'est-à-dire lors du façonnage, ce que je veux, c'est pouvoir, si je veux faire une baguette, je veux pouvoir allonger ma baguette. Il va falloir que cette morceau de pâte puisse s'étirer, se dilater, sans se rompre, sans qu'il y ait rupture. Il faut donc pour ça que ma pâte puisse être extensible. Elle va devoir aussi être un minimum élastique, puisque une fois que j'aurai allongé ma pâte, ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse garder la forme que je lui ai donnée. Si elle n'est pas suffisamment élastique, elle va avoir tendance à continuer à s'écouler sous son propre poids. Si elle est trop élastique, au contraire, elle va avoir tendance à revenir à sa position d'origine. Je ne vais pas arriver à conserver la forme que j'ai donnée initialement. Donc, on voit bien que le façonnage va dépendre fortement de ces 4 paramètres qui vont être liés directement à la qualité de ma pâte, donc à tout ce qui s'est passé avant, le choix de mes ingrédients, le choix de ma recette et le process de pétrissage que j'ai fait. Et en fonction de ça, il va falloir que j'arrive à maîtriser mon façonnage pour qu'à la fin, le produit que je sorte soit conforme au niveau de la forme que j'attends et puisse poursuivre son process de façon simple et aisée jusqu'à la cuisson et jusqu'à la dégustation pour le consommateur final. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais rappeler, je voulais représenter sur ce qu'est le façonnage et les enjeux de cette étape. L'idée, c'est maintenant d'essayer de voir avec vous, de vous présenter les outils qu'on peut mettre en place, que Chopin et KPM proposent pour pouvoir maîtriser ces différents paramètres, ces différents critères qu'on vient de présenter, le collant, ténacité, extensibilité et élasticité. Et en commençant par celui dont je vous disais qui était le plus difficile, potentiellement le plus problématique, à savoir le collant. En effet, un collant excessif, comme je vous le disais, va avoir un impact direct sur la production et sur les coûts.
Si le produit tend à coller sur la surface, lorsque je vais lui avoir donné une forme de boule, si je vais essayer de prélever cette boule pour la mettre au four, s'il colle, eh ben, ma boule va se déformer. J'aurais pu le produit avec la forme que je souhaitais. Si jamais le façonnage se fait dans un moule, eh ben, si elle colle au moule, je vais avoir du mal à le démouler. Pour faciliter le démoulage, je vais devoir mettre en quantité plus importante des agences de démoulage, matière grasse par exemple, ce qui va pouvoir engendrer des coûts, qui va compliquer le nettoyage et éventuellement altérer le goût du produit final. Ce qui veut dire aussi, c'est avoir certainement une nécessité de nettoyer ma ligne beaucoup plus importante qui va être beaucoup plus compliquée, qui peut même se traduire ou aller jusqu'à arrêter la ligne de production durant cette phase, ce qui va forcément là aussi engendrer des coûts. De la même façon, si jamais ma pâte adhère aux machines, aux installations, il y a des endroits où je vais avoir du mal à aller la nettoyer. Et elle va s'accumuler, potentiellement fermenter, et ce qui va pouvoir être la source de problèmes sanitaires par la suite, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer derrière cela. Alors, si maintenant on essaie de voir un petit peu d'où vient le collant, eh ben, c'est souvent lié à une quantité ou au fait qu'une partie de l'eau qui a été incorporée au début du pétrissage ou durant le pétrissage est relarguée par la pâte par la suite. Pourquoi cette eau est relarguée? Ben, globalement, parce que l'équilibre entre l'amidon endommagé, je vais y revenir plus en détail, et la quantité de protéines présentes dans la farine, cet équilibre n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'on considère que cette quantité d'amidon endommagé va absorber beaucoup d'eau, il va tendance à le relarguer derrière. Et si ma protéine présente n'est pas présente en quantité suffisante, cette eau va venir en surface et générer ces problèmes de collant. Alors, je vais revenir maintenant un tout petit peu plus en détail sur ce qu'est cet amidon endommagé, ce qui l'impacte et comment on peut le mesurer. Donc, l'amidon, c'est le constituant principal de la farine, environ 70%. Et l'amidon endommagé, en fait, correspond, ce qu'on appelle les amidons endommagés, correspondent à des granules d'amidon, donc à une partie de cet amidon qui a perdu son intégrité physique au cours de la mouture. Donc, il a été modifié mécaniquement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet amidon endommagé est produit pendant la mouture et on ne peut pas l'éviter. On peut en maîtriser la quantité en jouant sur la génétique des blés qu'on va utiliser, avec des blés plus ou moins durs ou plus ou moins tendres. On peut le maîtriser en limiter la quantité ou en augmenter la quantité en jouant aussi sur le process de mouture, le nombre de passages de cylindres, les différentes fractions qu'on va passer. Donc, on peut en maîtriser, on peut essayer de contrôler, de définir un optimum en fonction de ce qu'on souhaite. Par contre, cet amidon endommagé va de toutes les façons être produit pendant la mouture et ne peut pas être maîtrisé. Cet amidon endommagé n'est pas bon ou mauvais en soi. Il présente des avantages, c'est-à-dire qu'il va permettre d'absorber plus d'eau, il va permettre de renforcer l'activité de la levure et des enzymes. Par contre, s'il est mal contrôlé, s'il est en excès, il va générer des problèmes de collant, ce qui va se traduire par des difficultés de volume, des formes et potentiellement une croûte plus rouge. Ce qu'il faut bien avoir en tête également, c'est que cet amidon endommagé, si le meunier peut, en adaptant, comme je vous l'ai dit, son choix de blé et son diagramme de mouture, peut en maîtriser la production et l'adapter en fonction du besoin, une fois qu'il est créé, cet amidon endommagé, il est très difficile et par conséquent très coûteux de le corriger. Alors, pour essayer de synthétiser un petit peu ce que je vous ai dit, c'est que globalement, si on veut limiter autant que faire se peut les problèmes de collant, il va falloir, en gros, pour chaque type de produit qu'on va vouloir fabriquer, trouver le niveau optimal, la balance optimale entre la quantité d'amidon endommagé acceptable par ma farine et la quantité de protéines contenues par celle-là. Globalement, plus ma farine est riche en protéines, une protéine de qualité, plus je vais pouvoir me permettre d'avoir un taux d'endommagement de l'amidon élevé. Mais si j'ai une farine avec peu de protéines et beaucoup d'amidon endommagé, il y a de fortes probabilités, fortes malchances, que des problèmes de collant surviennent. Alors, la façon la plus simple et la plus fiable
de mesurer la teneur en amidon endommagé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une méthode ampérométrique. Le principe, c'est qu'en gros, l'amidon va absorber de l'iode et il va l'absorber d'autant plus rapidement et facilement qu'il est endommagé. Donc l'idée des méthodes ampérométriques, telles que le SD-matic proposé par Chopin, c'est de mettre en contact, pendant un temps déterminé, une quantité de la farine que je veux tester avec une solution d'iode et de mesurer à la fin de cette période de contact la quantité d'iode qui a été absorbée. Plus l'iode a été absorbé, plus mon amidon a été endommagé. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est très simple, très rapide, très facile à maîtriser. Elle demande peu de farine, c'est globalement 1 gramme, pas de matériel autre que le SD-matic lui-même et pas de formation particulière. Globalement, il suffit de savoir peser de la farine. Et on a un résultat en une dizaine de minutes. Juste pour essayer d'illustrer un petit peu l'importance de cet amidon endommagé, je veux présenter un cas qui s'est présenté à nous il y a quelques années. Donc, il y a une boulangerie française qui existait déjà depuis les années 70, qui, en gros, à la fin des années 2010, se lançait dans une gamme de pain bio. Et en ce faisant, elle a été confrontée à des fluctuations de qualité de sa pâte avec des problèmes de collants. Et puis, se faire juger par un pain avec une qualité moindre, c'est-à-dire qu'il y avait un volume et une forme qui n'étaient pas celles souhaitées. Et pourtant, ce boulanger avait défini avec son meunier un cahier des charges avec des paramètres alvéolo, des paramètres farinaux et une teneur en protéines à respecter pour pouvoir normalement obtenir un produit final de qualité. Mais malgré ce cahier des charges, malgré le respect de ce cahier des charges, il y avait ces fluctuations qui apparaissaient. Donc, lorsqu'ils nous ont contactés, c'est vrai qu'on a discuté un petit peu avec eux et ça nous a, cette notion de volume, de collant, nous ont orientés assez rapidement vers cette notion d'amidon endommagé. Donc, l'idée, ça a été de travailler avec eux. On leur a demandé de sélectionner une dizaine de farines, essayer d'en trouver certaines qui fonctionnaient bien sur ligne de production. Donc, ils ont réussi à en mettre 5 de côté, c'est-à-dire que lorsqu'ils utilisaient cette farine sur ligne de production, la production se déroulait normalement, sans difficulté de collant ou de machinabilité, puis que le produit fini était de qualité adaptée, correspondant à ce qu'ils souhaitaient. Et puis d'en sélectionner aussi des farines, ce qu'on va appeler mauvaises, donc qui posaient des difficultés lors de la production et qui donnaient des pains de mauvaise qualité. Donc on a pu comme ça obtenir 5 farines qu'on va qualifier de bonnes, 5 farines qu'on va qualifier de mauvaises, et on a analysé ces 10 farines sur le SD-matic pour mesurer la teneur en amidon endommagé. Et on a au résultat assez rapidement observé que globalement, la discrimination entre ce qu'on va appeler les bonnes et les mauvaises farines pouvait se faire assez facilement à l'aide de ce paramètre teneur en amidon endommagé. Globalement, toutes les farines qui étaient jugées comme bonnes, donc donnant un produit de qualité correcte, avaient un teneur en amidon endommagé comprise entre 21 et 25 UCD. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'UCD, c'est l'unité Chopin du bois, c'est l'unité arbitraire de mesure de l'amidon endommagé. Et les mauvaises farines avaient toutes une teneur en amidon endommagé supérieure à 26 UCD. Donc, juste en mesurant ce paramètre teneur en amidon endommagé, et en l'ajoutant à leur cahier des charges, ce boulanger a pu résoudre ces difficultés de ligne de production et produire par la suite, sans trop de difficultés, les pains biologiques avec la qualité qu'ils espéraient. Je vous ai dit que le premier point, c'était le collant. Les autres points qui étaient souvent associés ou qui avaient un impact fort sur la façon dont le façonnage allait se dérouler, c'était la ténacité, l'extensibilité et l'élasticité de la pâte. Tous des paramètres qui sont essentiellement associés à la qualité du réseau protéique. Donc l'idée, c'est quoi? C'est globalement, c'est qu'il faut que ma pâte soit suffisamment extensible pour pouvoir lui donner la forme que je veux. C'est-à-dire qu'elle doit être capable de s'allonger. Elle doit cependant être suffisamment élastique pour pouvoir, une fois que je lui ai donné cette forme, la conserver et pas s'avachir et s'écouler plus. Il ne faut pas non plus, au contraire, qu'elle soit trop élastique parce qu'une fois que j'ai allongé, elle risquerait de revenir à sa position d'origine, ce que je ne souhaite pas.
Donc, en gros, en fonction du produit que l'on cherche à fabriquer, en fonction de la pâte, il va falloir à chaque fois essayer de trouver un bon équilibre entre ces deux, trois qualités que sont ténacité, extensibilité et élasticité. Et il n'y a pas de valeur absolue bonne ou mauvaise, c'est vraiment en fonction du produit qu'on veut faire, il va falloir trouver cette balance. Et l'outil le plus adapté à cette analyse, à ce contrôle et à ce suivi de la qualité et la viscoélastique de nos pâtes, c'est l'alvéographe, le nom de la dernière version que je vous présente là, qui est l'Alvéolab. Globalement, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'analyse, l'idée, c'est de pouvoir faire une pâte en mélangeant de la farine et de l'eau salée dans des conditions bien déterminées. On va la pétrir, on va en extruder une partie, détailler des petits pâtons, on va laisser reposer une vingtaine de minutes, et ensuite, on va venir gonfler ces pâtons, c'est-à-dire qu'on va injecter de l'air pour gonfler une bulle, et en fonction de la bulle qu'on va obtenir, on va pouvoir déterminer ses caractéristiques rhéologiques. Globalement, on obtient ce type de courbe, la pression à l'intérieur de la bulle, en fonction de la quantité d'air, ce qui revient à dire en fonction du temps qu'on a ajouté. Et on va pouvoir déterminer ainsi les paramètres que j'évoquais plus tôt, la ténacité, donc la capacité à résister à la déformation, l'extensibilité, globalement le volume d'air maximal que la bulle peut contenir, et l'indice d'élasticité, donc sa résistance à la déformation. Donc c'est vraiment un outil vraiment bien adapté à ce type de problématiques et de besoins. Alors, je voudrais juste en profiter de cette présentation, notamment sur le façonnage, qui s'y prête bien, pour faire un petit focus sur le paramètre d'indice d'élasticité qu'on peut mesurer sur la courbe de cette façon-là, en mesurant en gros le ratio de la pression après 40 mm sur la pression maximale. Et ce ratio d'élasticité est souvent, du fait qu'il est relativement nouveau par rapport aux paramètres plus classiques que sont le P et le L, est souvent méconnu et négligé. Et c'est certainement fort dommage parce que dans plein d'applications, on peut faire un lien quasiment direct entre cet indice d'élasticité et la forme du produit qu'on va obtenir au final. Alors, un exemple, ou l'exemple le plus classique qu'on donne, c'est une étude qu'on avait menée avec un fabricant de pizza. Et globalement, ce qui se passait, c'est qu'il avait tout son processus de fabrication, fabrication de sa pâte, laminage, estampillage. Et puis, une fois qu'il avait estampillé ses ronds de pâte, il passait sous un distributeur de sauces et des différents ingrédients, des différents topics, pour produire sa pizza. Et ce qui se passait depuis quelque temps, c'est qu'il avait des difficultés, c'est que ses pâtes étaient beaucoup plus petites que ce qu'il souhaitait, même s'il n'avait rien changé sur son process de fabrication. C'est-à-dire qu'il avait estampillé un certain volume, et puis petit à petit, avant de passer sous l'ajout de tomates et d'ingrédients, la circonférence de ses pâtons était plus petite. Donc, ce qui se retrouvait avec une partie de sa tomate et de ses topics qui se retrouvaient non pas sur la pâte, mais sur le tapis, ce qui était problématique au niveau du nettoyage et ce qui donnait insatisfaction parce que le consommateur avait une pizza plus petite qu'escompté. Et en fait, en regardant, il avait pourtant un cahier des charges, là, pareil, où il définissait sur de l'alvéo la valeur du P, la valeur du L, qui était absolument identique. Mais en regardant de plus près, on s'est rendu compte que l'indice d'élasticité, cette capacité à se rétracter, était beaucoup plus importante sur la pâte qui posait des difficultés et qui formait du coup un pâton plus petit. Donc là, on a un exemple vraiment intéressant, ce qui n'est pas toujours le cas, mais de lien quasiment direct entre un indice alvéo et ce qui se passe sur la ligne de production et une caractéristique physique du produit final. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que cette relation directe entre une caractéristique de l'alvéo et le produit final n'est pas toujours aussi simple et qu'il est souvent nécessaire de regarder plusieurs paramètres. Tout ce qui sont les paramètres de forme et de produit final sont souvent multifactoriels. Et donc, pour essayer d'illustrer ça et de l'apport de cette approche multifactorielle, je voudrais l'illustrer par une étude qui avait été qu'on avait menée, où l'idée, c'était d'arriver à prédire
pour deux panifications différentes. Alors, une panification, ce qu'on appelle spongendo, et puis une panification traditionnelle française, hein, selon la FNOR, P03716, et de pouvoir arriver à prédire, d'une part, le volume du pain, et puis dans un cas, ce qu'ils appellent le shape ratio. Donc, en gros, c'est le format du pain, pour simplifier, puis l'autre, le score total, et d'essayer de prédire ces différents paramètres juste en utilisant l'alvéographe avec le test standard à hydratation constante. Donc, le test le plus courant qu'on peut faire sur l'alvéo. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche non pas paramètre par paramètre, c'est-à-dire de ne pas regarder directement la relation qu'il y avait entre le volume et le P, entre le volume et le L, mais de combiner tous ces paramètres P, L, W, IE, et de regarder comment on pouvait les associer entre eux pour essayer de prédire le pain. Et donc ça se fait grâce à des méthodes statistiques que l'on appelle notamment la régression multilinéaire ou MLR. Donc très rapidement, hein, le dispositif qu'on avait mis en place, c'est qu'on avait fait rentrer 150 échantillons de blé qu'on avait transformés en farine. Donc ces blés étaient issus de 14 pays des 5 continents. Ces farines avaient ensuite été analysées sur Alvéo en interne et avaient été envoyées à deux laboratoires distincts, l'un pour faire la panification en mode Spongendo ACC et l'un pour faire la panification française. On avait récupéré l'ensemble de ces données, les volumes, les shape ratios, les notes totales, et grâce à une analyse statistique, on avait développé des modèles de prédiction. Et globalement, les résultats ont été très intéressants. Ils nous ont permis de montrer une très bonne corrélation, une estimation du volume final du pain, par exemple, la méthode Spongendo, juste en utilisant les résultats d'Alvéo. Et on voit bien, là, voilà, juste un exemple, un pain avec un volume plus important qu'un autre, qui était bien positionné sur le graphique. Et on a fait la même chose, ce que je vous ai dit, pour chacun des paramètres et chacune des panifications. Donc, tout ça pour dire que grâce à cet alvéo et grâce à une approche multifactorielle, il est possible de prédire de façon pertinente un certain nombre des caractéristiques de produits finis, tels que le volume, tels que la forme. Tout ça pour dire que même si cette approche multifactorielle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, il est quand même souvent intéressant pour ce type de paramètres de regarder non pas simplement de ce type de paramètres final que sont le volume, la note totale, de ne pas regarder un seul paramètre de l'alvéo, par exemple, pas que le P, pas que le L, mais de les combiner. Ce faisant, l'alvéo permet de sélectionner la farine en fonction de l'application que l'on souhaite mettre en place, de définir un P, un L, ou un P et un L en fonction du produit qu'on veut faire et de la façon dont on veut faire. Et puis de créer ainsi des spécifications, ce que je vous ai dit, souvent sur plusieurs paramètres, pour s'assurer que finalement le produit fini et notamment la forme de celui-ci soit sous contrôle et corresponde à nos attentes. Voilà en quelques mots les principaux éléments que je voulais vous présenter. Et donc, si on résume maintenant, c'est que on a vu que ce façonnage était une étape importante du processus de panification. Ce façonnage va bien sûr dépendre des étapes qui le précèdent, principalement le pétrissage, le choix de la formulation, de la recette, et va impacter fortement le reste du processus de panification, et y compris la qualité du produit fini dans sa texture, dans sa forme et dans son goût. On a vu que cette étape était critique et qu'il était réellement important de la maîtriser et qu'en fonction du type de produit qu'on voulait faire, de l'outil dont on disposait et de la pâte qui était utilisée, il allait falloir l'adapter et trouver les bons outils pour pouvoir la maîtriser. Et que cette étape étant influencée principalement par les phénomènes de collant, de ténacité et d'extensibilité, les outils potentiellement les plus pertinents pour pouvoir maîtriser ces paramètres étaient des outils qui permettaient de contrôler ce collant, cette ténacité et cette extensibilité, le SD-matic dans un cas et l'alvéolable dans l'autre. Voilà, donc en quelques mots, je voulais juste terminer de façon beaucoup plus générale concernant KPM, en disant que là, on a fait le focus principalement sur les outils Chopin, de la gamme Chopin, qui vous permettent une analyse rhéologique. Société KPM offre une gamme de produits beaucoup plus large, et notamment par rapport au sujet du jour, à savoir le façonnage, toute une gamme d'outils de contrôle du produit fini, de vision,
qui vont permettre d'avoir une approche très objective de la qualité du produit final en termes de forme, de hauteur, de taille, de couleur, et de pouvoir ainsi avoir une approche beaucoup plus pertinente et objective de gestion de la qualité. Voilà, j'espère que ces quelques éléments, que cette présentation vous aura été utile, vous aura intéressé. Et je vais maintenant essayer de répondre aux questions qui peuvent être présentes. Merci de votre attention.